Avez-vous déjà imaginé une ville dont vous seriez le seul maître? Une ville où l'on pourrait résoudre les problèmes écologiques, les problèmes de société, mettre en avant la culture, le sport et le progrès. Un endroit aussi agréable à vivre qu'à contempler. Eh bien, l'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui est celle d'un homme qui, ne se limitant pas à la rêver, mit tout en œuvre pour la réaliser. « 20 octobre 1965, le quotidien Orlando Sentinel révèle que l'achat des nombreuses parcelles de terre en Floride par différentes mystérieuses petites entreprises est en réalité l'œuvre de la Walt Disney Company. Celle-ci a en effet disposé de fausses entreprises aux noms les plus trollesques les uns que les autres, de faux patrons, d'appels téléphoniques redirigés pour en masquer la source et d'autres astuces pour ainsi regrouper 51 parcelles de terre en un seul immense terrain où exercer sans limite son imagination. Grâce à ce stratagème, Disney possède désormais le plus grand terrain privé du monde. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la dernière acquisition de cette envergure. Disney bénéficiera même de la part de la Floride d'une juridiction spéciale et exclusive, donnant quasiment les pleins pouvoirs sur ce territoire. Un mois plus tard, en novembre 65, c'est accompagné de son frère et du gouverneur de l'État que Walt Disney annonce lors d'une conférence de presse spéciale le Florida Project. Ce terrain de 11 000 hectares, nommé Disney World, accueillera un parc à thème semblable au Disneyland déjà présent en Californie, ainsi qu'un aéroport. Mais surtout, et raison principale de cet achat démesuré, le projet d'une ville du futur, Epcot. Epcot sont les initiales d'Experimental Project Community of Tomorrow, soit le projet expérimental d'une communauté du futur. Une ville en forme de cercle, tout comme Disneyland, avec au centre et pour symbole une immense tour hôtel. L'idée de bâtir une cité entière vint à Walt Disney alors qu'il lisait The Heart of Our Cities, The Urban Crisis de Victor Green, ouvrage traitant de l'évolution des villes modernes. À la veille des chamboulements des années 70, Walt prend conscience que les grandes villes sont sales, désorganisées et théâtre de nombreux crimes. En bref, un endroit où il ne fait vraiment pas bon vivre. Déjà passionné d'urbanisme, il commence alors à lire de nombreux livres et à s'intéresser aux nouvelles technologies. Il voyage dans de nombreux hôtels et écoles afin de s'inspirer d'idées nouvelles pour bâtir son modèle de la ville de demain. Sur ce prototype pourront se baser d'autres villes au sein desquelles le design servira à la fonctionnalité et inversement. Epcot se veut innovante sur plusieurs points. Partant d'un terrain vierge, Walt pouvait totalement créer la ville de A à Z. Je vous propose donc de commencer notre visite par les moyens de transport. Epcot ayant pour souhait d'être agréable à parcourir, le trafic automobile y est absent. Pour cela, la ville est constituée de 3 étages. Le plus profond est une voie réservée aux camions, qui approvisionnent et servent les boutiques et compagnies de la ville. Un étage donc plutôt pratique et caché de la vue des visiteurs, un peu à l'image des backstage des parcs Disney, où est gérée la partie logistique cachée des guests. Le niveau du milieu est quant à lui réservé aux automobilistes. L'autoroute passe dans ce souterrain, permettant aux conducteurs de traverser facilement la ville dans un trafic fluide. Plus besoin de routes périphériques, comme pour les grosses villes. Cet étage accueille de nombreux et vastes parkings où les visiteurs d'Epcot sont invités à laisser leur véhicule pour enfin accéder au dernier étage, la ville. Mais avant ça, comment se déplacer facilement et rapidement dans cette ville dénuée de voitures? À cette question, Walt répond par des systèmes de transport innovants. Pour les longues distances, le monorail. Qu'est-ce que j'ai dit? Monorail! Comment ça s'appelle? Monorail! C'est ça, monorail! Comme son nom l'indique, il ne comporte qu'un seul rail que le véhicule chevauche. Walt découvre ce moyen de locomotion dans les années 50 et y voit une solution révolutionnaire au problème de circulation. Il importera le premier monorail à fonctionnement quotidien aux États-Unis en inaugurant celui de Disneyland en 1959, avec la présence du vice-président Richard Nixon. Rien que ça. Le monorail deviendra par la suite un symbole des resorts Disney, présent à Orlando et aussi à Tokyo. Plus qu'une simple attraction, c'est un véritable moyen de transport ayant pour avantage d'être électrique et donc extrêmement silencieux. Quant aux trajets les plus courts, ils seront eux assurés par le People Mover. Le People Mover est une technologie créée et nommée par la compagnie Disney elle-même. Présentée à la célèbre foire internationale de New York de 1964-65, l'attraction Magic Skyway utilisait cette technologie sous la forme de décapotable Ford, alors sponsor de l'attraction, pour un voyage à travers le temps à la découverte des dinosaures et autres hommes des cavernes. Et ça, c'est une photo de Martin Luther King dans l'attraction. Vraiment pas mal. Le People Mover consiste en des véhicules sur rail tractés par des roues disposées le long de la voie, qui poussent alors les véhicules.
Ainsi, si une des roues tombe en panne, les autres peuvent prendre le relais facilement, et donc adieu les pannes. Les véhicules disposant ni de moteur ni de chauffeur, ils sont toujours en mouvement. Les passagers montent et descendent pendant que le véhicule continue son chemin. Un peu comme à Phantom Manor ou à Buzz Lightyear Laser Blast par exemple. L'attraction est implantée à Disneyland, et plus tard au Magic Kingdom, permettant une visite en hauteur du Land Tomorrowland. La version d'Epcot étant bien sûr prévue plus grande que ceux des parcs, et donc permettant le transport d'un plus grand nombre de visiteurs. C'est un transport en commun fiable, les quelques accidents reportés étant dus à des visiteurs peu consciencieux. Ce système se démocratisera par la suite dans le monde entier, quelques exemples notables étant le Val à Lille ou l'Orlyval à Paris. Les deux transports publics d'Epcot sont électriques, donc plus écologiques, et leurs parcours aériens permettent d'éviter les accidents avec les piétons. En plus d'offrir une belle vue intérieure et extérieure, cela rend donc la ville plus agréable à parcourir. En parlant de ville, celle-ci est disposée en cercle qui se divise en 3 principaux segments que nous allons voir. En son centre trône fièrement le Cosmopolitan Hotel and Convention Center, qui, comme son nom l'indique si bien, est un hôtel. Avec ses 600 chambres et ses salles de convention, la tour est visible à des kilomètres à la ronde, offrant un véritable symbole à la ville. Dans cette zone se situent aussi les bureaux, mais surtout le complexe de divertissement. Ce complexe, entourant le Cosmopolitan Hotel and Convention Center, est entièrement couvert, afin de le protéger des éléments extérieurs et de garder son climat sous contrôle. Des mini-dômes sont disposés sur le toit, laissant passer la lumière naturelle dans le bâtiment. Mais ce toit accueille également plusieurs activités, terrain de basket, cours de tennis et autres piscines. À l'intérieur, une véritable zone multiculturelle vous attend. Elle comprend des restaurants, des salles de cinéma, mais surtout des boutiques. Tout cela thématisé sur chaque pays, procurant aux visiteurs des sensations de voyage et d'immersion, marque de fabrique des créateurs de Disneyland. Cette zone est prévue pour les touristes principalement, ceci afin d'amortir les coûts de production d'Epcot. Après avoir passé un complexe d'appartements où on insiste sur le fait qu'ils sont de même qualité que les résidences, on arrive à la seconde zone. Dû à ses nombreux espaces de verdure, cette zone se nomme la ceinture verte. Elle sépare le centre-ville des résidences, et on y trouve tous les bâtiments publics. Les écoles, le stade, une église, une synagogue, la caserne de pompiers, ou encore des aires de jeu pour les enfants. Enfin, en périphérie, disposées en pétales, les résidences des habitants d'Epcot. Contenant elle aussi beaucoup de verdure et d'activités pour les adultes et les enfants, cette zone est parcourue par des chemins piétons et des pistes cyclables. Aucun danger puisque sans automobile. Quoique des routes à l'écart et protégées permettent tout de même d'accéder à l'autoroute et de sortir de la ville pour s'amuser le week-end. Le People Mover est bien sûr présent et converge au centre afin de rejoindre facilement le monorail ou le centre-ville pour aller travailler. Les 20 000 habitants d'Epcot sont tous employés de Disney World, que ce soit le parc, la ville en elle-même ou l'aéroport. Dans cette optique, les retraités ne peuvent pas résider à Epcot, mais cela exclut surtout volontairement les chômeurs. Ceci afin d'éviter la formation de ghettos que Walt désapprouve fortement dans les grandes villes. Et par la même occasion de réduire la criminalité, alors aussi en hausse aux États-Unis. Ces résidences et appartements sont la propriété de la ville d'Epcot, à qui les habitants louent leur domicile, moyennant des tarifs néanmoins raisonnables. L'intégralité des terrains et structures appartenant à la ville, les résidents n'ont aucun contrôle sur sa gouvernance, donc exit le vote. Car, comme son nom l'indique, l'aspect expérimental et prototype d'Epcot est au cœur du projet. La ville, tout comme les parcs Disney, est conçue pour n'être jamais finie et en perpétuel développement. L'objectif est de faire d'Epcot une vitrine pour le monde de l'imagination et de l'ingéniosité de l'industrie. Un terreau pour tester les nouvelles idées qui, si par la suite se montrent positives, pourront améliorer la vie ailleurs dans le monde. Près de la ville, un complexe industriel accessible en monorail emploie des habitants d'Epcot. Des laboratoires de recherche et des centres informatiques sont disponibles et accessibles aux grandes entreprises. Une partie du plan étant d'inviter ces leaders à s'installer autour de la ville et la développer. Avec ces aides, les résidences et appartements sont toujours à la pointe des dernières technologies. Nul besoin du consentement des habitants pour les mettre à jour. Elles constituent d'ailleurs un terrain d'essai pour toutes les nouvelles technologies où les géants de l'industrie peuvent tester leurs dernières innovations. Mais tout ceci n'est que le début du projet et d'autres problématiques, sans être annoncées, furent soulevées. Entre autres, la question du traitement de l'eau et d'un système de pérennisation pour rendre l'eau usagée potable, celle des déchets par collecte pneumatique, ou encore des énergies nouvelles, notamment solaires. Le 15 décembre 1966, à 9h30, Walt Disney rend son dernier souffle. 2 mois plus tard, une présentation du projet d'Epcot est diffusée à la télévision. Il y détaille tout ce que je viens de vous décrire, en s'appuyant sur des schémas réalisés par ses animateurs, de plans énormes et d'une maquette encore plus grande.
Tourné peu avant sa mort, Walt, sur le tournage très malade, dut être oxygéné entre les prises, et ce fut sa dernière présentation. Il tourna 2 fins, réalisées dans 2 optiques. La principale est d'encourager les entreprises et industries à investir et croire en Epcot, conscient qu'une entreprise, même de la taille de Disney, ne peut pas achever un projet aussi grand toute seule. La deuxième, réservée à l'État de Floride, est réalisée dans l'espoir que ses dirigeants approuvent le projet. Roy Oliver Disney, cofondateur de la Walt Disney Company et frère de Walt, renomme en hommage le complexe Disney World en Walt Disney World, rare entité de la compagnie à conserver le prénom de Walt. Il inaugurera le 1er octobre 1971 Magic Kingdom, premier parc à thème de Walt Disney World. Il décède à son tour 2 mois plus tard en ayant achevé le dernier projet de son frère. Ayant perdu son moteur qu'était Walt, le projet expérimental d'une communauté du futur peu à peu disparaît pour donner naissance à un parc à thème renommé Epcot Center, dont le thème du progrès et de la culture permet de retrouver les vestiges du projet originel. The 21st century begins October 1, 1982. Epcot Center, Walt Disney World. Le Land World Showcase présente différents pavillons, rendant hommage à différents pays et clairement une reprise du concept de centre-ville d'Epcot. L'attraction World of Motion, qui retrace l'histoire des moyens de locomotion, utilise le People Mover, pendant qu'une gare monorail se trouve à l'entrée du parc. Aujourd'hui, dans le monde, 50 ans plus tard, nous pouvons trouver des similarités à Epcot. Le centre de recherche et de laboratoire prévu rappelle fortement la Silicon Valley actuelle, ou encore le design moderne de la ville, celui de la ville de Dubaï. Dans les années 90, la compagnie Disney crée et dirige sur son territoire de Walt Disney World la ville de Célébration. Malgré quelques légères similarités, on est loin du principe d'Epcot. Célébration faisant plutôt hommage au passé, la rigueur Disney est restée, c'est-à-dire la propreté, pas de problèmes sociaux, un soin sur le design, et l'interdiction des nains de jardin devant sa maison. Nous avons en France quelque chose d'assez semblable avec les villes du Val d'Europe, tout près de Disneyland Paris. Bien que Disney ne les dirige pas, il participe majoritairement à son développement et son look. Mais encore une fois, mis à part la qualité Disney, on est bien loin d'un Epcot. La présentation du projet que je vous ai faite est celle de Disney. Mais aujourd'hui, avec du recul, on peut mettre cette ville du futur en question. Le pire ennemi d'Epcot étant sans doute son contexte, celui des années 60. On peut craindre qu'il soit rapidement dépassé à l'image des Tomorrowland des parcs Disneyland, censés représenter le futur, mais rapidement ringard et nécessitant de nombreuses mises à jour. Utopie est un nom souvent utilisé pour qualifier Epcot aujourd'hui. C'est vrai que, de par sa démesure, on peut se demander si Epcot aurait pu dépasser le stade de projet. D'un point de vue technique, les sols de Floride sont constitués en majorité de marécages, sur lesquels il est très difficile de construire. Encore plus une ville de 3 étages. Pourtant, le parc Magic Kingdom est lui bien construit sur 2 niveaux. Le premier pour les backstage et les cast members, et le deuxième pour le parc et les guests. Donc, c'est possible. Pareil pour la zone centrale d'Epcot, censée être entièrement recouverte. Un gros chantier vu la taille de la zone. Pourtant, Boeing, en 67, construisait à Washington un bâtiment de 2 fois la taille de celle de la zone centrale d'Epcot. Donc, pas impossible, même pour l'époque. Personnellement, je pense qu'un problème se serait posé si Epcot était sorti de terre, celui de l'humain. Walt voulait offrir la même qualité de vie à Epcot que celle de l'expérience qu'il offre à Disneyland. Il traite donc l'habitant d'Epcot comme un guest de parc à thème, ce qui est une erreur selon moi. On ne contrôle pas un humain qui vit comme un humain qui visite un terrain privé. Le contrôle, notamment la toute-puissance de Disney sur le projet, serait devenu, à mon avis, un problème. Si sur le plan social Epcot est discutable, de nombreux problèmes soulevés par cette ville du futur trouvent néanmoins écho aujourd'hui. On peut penser au problème du surnombre d'automobiles, à Paris par exemple, où l'on essaye de limiter la circulation. D'où le fait que les automobiles à Epcot soient limitées à la périphérie et au passage souterrain. Ou encore d'utiliser principalement l'électricité et la grande présence d'espaces verts quand on voit tous les problèmes de pollution aujourd'hui. Un jour, alors que Walt admirait la maquette de la ville dans la salle de travail secrète d'Epcot, il pointa du doigt un banc sur le toit de la zone de divertissement près de la tour et dit aux Imagineers présents « C'est ici que je m'assiérai avec Lily quand tout sera achevé, contempler tout ce que l'on a réalisé. » On ne peut pas prédire ce que serait devenu le projet Epcot. Walt possédant une foi inébranlable dans l'avenir, rien ne semblait impossible. Sans le rêve qu'est Epcot, le complexe de Walt Disney World n'aurait jamais vu le jour. Et ce qui est sûr, c'est que le projet d'une communauté de demain restera un magnifique rêve.